Vous avez probablement entendu parler de ces distorsions de concurrence, terme utilisé par certains politiciens et économistes pour parler des avantages qu'auraient certains pays ou entreprises. En effet, l'idée de concurrence pure et parfaite influence de nombreuses politiques mises en place à travers le monde et dans l'immense majorité des types de gouvernements. Socialistes, libéraux, keynésiens, interventionnistes et même anarchistes se réfèrent directement ou indirectement à cette idée de concurrence pure et parfaite, certains pour la garantir, d'autres pour supprimer la loi de l'offre et de la demande. Cette ligne directrice fut formulée de manière détaillée au début du XXe siècle par les économistes néoclassiques, inspirés par le fondateur du courant marginaliste et de la théorie de l'équilibre général, le Normand Léon Walras. Léon Walras est né à Évreux en 1834 et n'est pas toujours bien connu du grand public à cause de son étalage déprimant de formules mathématiques, selon la formule de l'économiste George Stigler. Il est considéré comme le premier à avoir déterminé les notions de valeur, de besoin et d'utilité, telles qu'elles sont comprises aujourd'hui en économie, non similaires à leur signification dans la langue de tous les jours. Dit simplement, le marginalisme explique que l'utilité d'un bien ou d'un service est marginale, c'est-à-dire relative aux besoins qu'il satisfait et aux coûts qu'il représente. Cette utilité relative au coût crée un équilibre entre la valeur d'un bien et la quantité disponible. Ceci conduit à un équilibre naturel au niveau macroéconomique, l'équilibrium. C'est la base de la loi de l'offre et de la demande, considérée aujourd'hui comme universelle dans toutes les relations sociales. Il est à noter que pour les premiers auteurs de la théorie de l'équilibre général, la monnaie n'était pas prise en compte pour déterminer la valeur. Cette nouvelle manière d'analyser l'économie s'est rapidement répandue et est devenue particulièrement populaire, en particulier dans les écoles de pensée d'inspiration libérale. Dans le même temps, de nombreuses questions restaient en suspens. Le développement rapide des économies occidentales avec la révolution industrielle et la notion de croissance modifie en profondeur la vision de ce qu'est l'économie. Surtout, avec l'arrivée de la croissance sont aussi arrivées les premières crises économiques, avec un impact bien plus important que lors des centaines d'années de stagnation que vivait l'humanité avant le XIXe siècle. La prise en compte de la croissance économique et de l'impact de la monnaie a créé la nécessité pour une explication plus détaillée du fonctionnement de la société, pour expliquer les variations observées. C'est de là qu'est née l'école néoclassique, fondée autour de l'idée de concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite perturbe souvent les étudiants qui doivent l'apprendre, rendant difficile de s'en souvenir. Comprenez bien cela, lorsqu'elle a été théorisée, il fallait chercher à comprendre pourquoi les marchés n'étaient pas stables. Les premiers néoclassiques en particulier observaient le développement de cycles économiques qu'ils considéraient comme anormaux. L'hypothèse fut de dire que croissance et récession s'enchaînaient car les individus ne faisaient pas de choix suffisamment rationnels. Les choix comportant un grand nombre d'erreurs ou menant à des regrets créaient une instabilité. Pour lutter contre ce phénomène, il fallait permettre la mise en place d'un système permettant la réalisation de choix parfaitement rationnels dans l'ensemble de la société, afin de stabiliser les marchés. L'objectif de la concurrence pure et parfaite est de rationaliser l'économie. Cela ne veut pas dire imposer une nouvelle manière de fonctionner pour chaque individu. L'idée est de passer par la loi des grands nombres. Plus il y a d'acteurs sur le marché, moins chaque individu est en mesure de l'influencer. L'économie et la bonne santé d'un marché ne dépendent donc plus des choix d'une seule personne. Cette idée de l'importance de la loi des grands nombres dans les sciences humaines était particulièrement populaire à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Elle s'illustre notamment avec le concept de psychohistoire, tel qu'il a été utilisé par l'auteur de science-fiction Isaac Asimov dans le cycle de fondation à partir de 1942. À cette époque, le développement des connaissances en physique a encouragé le développement de recherches sociologiques pour démontrer que les comportements humains à grande échelle suivent des règles immuables, similaires à celles observées dans les sciences dures. Afin de parvenir à un fonctionnement de marché stable, non soumis aux cycles économiques, les néoclassiques affirment qu'il faut chercher l'atomicité du marché. Lorsque le marché n'est pas atomisé, alors il y a possibilité de distorsion de concurrence. L'atomicité est une situation où il existe sur le marché un grand nombre de demandeurs et un grand nombre d'offreurs, sans qu'aucun d'entre eux ne soit en mesure d'influencer le marché en question. Attention, cela ne signifie pas que les néoclassiques ont une approche macroéconomique. Leur approche est avant tout microéconomique, centrée sur chaque acteur, et l'interaction de l'ensemble des acteurs, offreurs et demandeurs, conduit à un fonctionnement rationnel par la loi des grands nombres. Afin d'arriver à cette atomicité, 3 critères sont nécessaires. La liberté d'entrée et de sortie du marché pour l'ensemble des acteurs.
Toute personne peut, de manière libre, commencer à acheter ou vendre sur un marché sans limitation. La création de l'Union européenne et la suppression des frontières économiques avaient pour but d'accomplir cela. À l'inverse, la création des ordres professionnels, comme pour les avocats et les notaires, a pour objectif de s'opposer à la libre concurrence. La mobilité parfaite des facteurs de production a pour objectif de permettre la mobilité géographique libre des travailleurs et du capital. L'objectif ici est de permettre à tout type de compétences et de connaissances d'entrer sur tout marché, quelle que soit sa localisation, et donc favoriser une offre plus abondante. Ce débat est constamment sur le devant de la scène en politique. Du point de vue néoclassique, ceux en faveur d'une plus grande concurrence veulent une immigration libre et une liberté de mouvement des capitaux. La transparence des informations sur le marché est le fait que tout offreur et tout demandeur sait ce que les autres font, afin de permettre à chaque acteur de prendre des décisions rationnelles. En assurant que tous les offreurs et tous les demandeurs connaissent les méthodes de production et les souhaits de tous les autres, ainsi que leur bonne santé économique, l'ensemble des acteurs du marché savent qu'ils peuvent faire leur choix en toute confiance. C'est l'objectif de l'étiquetage obligatoire des produits que vous achetez par exemple, affichant leurs composants, vous permettant ainsi de savoir ce que vous achetez, sans crainte de tomber malade ou de consommer quelque chose qui va à l'encontre de vos convictions. Autre exemple, c'est pour assurer une concurrence parfaite que des outils de lutte contre les délits d'initiés ont été mis en place. Dans la théorie néoclassique, lorsque l'ensemble de ces critères existent, cela doit mener logiquement à l'homogénéité du marché. C'est la situation dans laquelle l'ensemble des biens ou des services sur un marché sont relativement semblables et interchangeables. Les offreurs se faisant concurrence se trouvent obligés de s'aligner sur une qualité similaire à celle de leurs compétiteurs. Le choix des consommateurs ne se fera donc que sur le prix et une possible sensation de différence. Il existe de nombreux marchés qui fonctionnent ainsi de nos jours. L'agroalimentaire en est un parfait exemple. Sur le marché des œufs, vous avez un grand nombre de choix différents dans les supermarchés, avec de nombreuses marques et des prix variant fortement. Pourtant, dans le détail, la différence entre deux marques proposant des prix allant du simple au double n'est pas significative sur la qualité. Le marché des téléphones portables illustre aussi cette situation. Vous pouvez avoir la sensation qu'il y a de fortes disparités sur le marché, mais de manière générale, les smartphones de 2017 font significativement la même chose et peuvent facilement se substituer. La concurrence sur ce marché se fait donc bel et bien avant tout sur le prix et l'image que vous avez de la marque. Les téléphones aujourd'hui commercialisés ne comportent plus de modèles tels que ceux proposés en 1995. Si cela vous semble logique, c'est parce que vous avez intégré naturellement les conséquences de vivre dans une économie de marché concurrentielle. Cette concurrence pure et parfaite ainsi appliquée devrait, selon les néoclassiques, stabiliser des marchés qui, sauf situation exceptionnelle, ne devraient plus connaître d'importantes variations dans les quantités et les prix proposés, ainsi que des produits sensiblement similaires. De fait, il existe beaucoup de facteurs qui limitent cette application réelle. De nombreuses écoles de pensée économique modernes la remettent en cause. Keynes et ses successeurs affirment que la concurrence pure et parfaite n'est pas suffisante pour assurer un marché stable et l'intervention de l'État est toujours nécessaire à leurs yeux. Les libéraux des écoles autrichiennes et de Chicago reprochent le manque de prise en compte de l'innovation, de la variation des valeurs sociétales et surtout l'absence de prise en compte de l'impact monétaire. Les marxistes ne considèrent pas que cette concurrence pure et parfaite peut permettre de remettre en cause le problème fondamental du système capitaliste, la recherche du profit. Marx et Engels n'ont pas connu ce concept, développé plusieurs années après leur décès, mais les courants anticapitalistes n'ont pas modifié leur pensée suite au développement de l'idée de la concurrence pure et parfaite. Bien qu'il n'y ait plus réellement d'auteurs qui se réclament de la pensée néoclassique, le modèle de la CPP est très intéressant dans l'apprentissage de la science économique, car il permet de comprendre les bases d'analyse des marchés économiques. Ces 5 critères vous seront très utiles pour analyser de nombreuses situations. Ils vous permettront aussi de comprendre les théories keynésiennes de choc d'offres et de demande. Enfin, cela vous sera très utile pour comprendre les différentes théories modernes du chômage en particulier et du fonctionnement du marché du travail en général. Aujourd'hui, vous avez appris l'origine de la théorie néoclassique de la concurrence pure et parfaite et ce qu'elle est censée permettre. Vous avez vu en détail les 5 critères centraux de cette théorie, à savoir l'atomicité, la libre entrée et sortie du marché, la mobilité parfaite des facteurs de production, la transparence du marché et l'homogénéité. Vous avez appris qu'aujourd'hui, peu d'auteurs se réclament toujours de cette théorie, mais aussi pourquoi elle est toujours étudiée. Elle est pratique pour comprendre de nombreuses autres écoles de pensée, ainsi que pour se pencher sur de nombreux autres phénomènes économiques. Merci pour avoir pris le temps de regarder ce cours en ligne proposé par Brace Formation.
Brace Formation a pour objectif d'apporter une connaissance et une maîtrise de qualité de ces concepts au plus grand nombre. Une importante partie de notre activité est de proposer des cours à la carte, mais aussi de permettre à toute personne souhaitant se former d'avoir accès à des formations de qualité et gratuites. Pour nous aider à produire davantage de cours gratuits disponibles en ligne par l'intermédiaire de ces vidéos, vous pouvez devenir l'un de nos mécènes sur Tipeee via la page www.tipeee.com/braceformation. Pour 1 ou 2 euros par mois, vous pouvez nous permettre d'améliorer le rythme et le contenu de nos vidéos et permettre aux étudiants d'obtenir un soutien ou une formation gratuite et de qualité. Si vous avez apprécié ce cours en ligne et que vous souhaitez continuer à vous former avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions en économie, sociologie ou méthodologie, vous pouvez nous les envoyer par email sur contact@braceformation.com ou les poster directement en commentaire sous cette vidéo.